Et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième et dernière partie de la Grande Table. Dans l'actualité des idées aujourd'hui réformées avec l'économiste Thomas Porcher, notre invité, professeur associé à la Paris School of Business, membre du collectif des économistes atterrés. Dans son traité d'économie hérétique qui paraît chez Fayard, il énumère les clichés libéraux qui polluent, selon lui, les discours politiques et médiatiques depuis une trentaine d'années, faisant passer les droits des salariés comme autant d'entraves à la liberté d'entreprendre, à celle des entreprises d'embaucher, pointant aussi les services publics comme des freins au remboursement de la dette publique, les retraites décentes comme des privilèges. Objectif de ce court essai, il l'écrit, regagner la bataille des idées, refuser ce prêt-à-penser libéral qu'on nous vend comme du simple bon sens, se libérer de la servitude volontaire. Autrement dit, rouvrir le débat. On va faire ça ensemble. Bonjour Thomas Porcher. Bonjour. Un débat atone. Pourquoi? Qui a tué le débat économique? La conjoncture, l'absence d'alternative, nos esprits trop cartésiens? Je pense en économie, il y a toujours un mode de fonctionnement de l'économie qui se met en place avec des rapports de force qui sont derrière. Alors vous avez des rapports de force financiers, vous avez aussi un moment des économistes qui pensent que c'est une façon de penser qui doit l'emporter sur l'autre, et les modes de régulation de l'économie n'ont pas toujours été les mêmes. Vous regardez à l'après-guerre, le Parti communiste était très puissant en France, il y avait des intellectuels qui regardaient du côté de la Russie, et donc là il a fallu faire un capitalisme plutôt sympathique, avec beaucoup de redistribution aux salariés, etc. Ça a été les 30 glorieuses, avec le modèle social que l'on a créé, la sécurité sociale, etc. Puis aujourd'hui, vous avez le tournant libéral, où on vous dit que la Russie n'étant plus là, le Parti communiste et la gauche étant de plus en plus fragilisés, et ben qu'en fait il n'y a qu'une seule voie possible, et on vous met tout un tas finalement d'épouvantails, la dette, le déficit, la mondialisation, pour qu'à la fin, l'amplitude du débat soit extrêmement faible et qu'on vous dise ce que disait Thatcher, il n'y a qu'une seule voie, il faut libéraliser, casser le modèle social, flexibilité, le marché du travail. Or, en réalité, c'est complètement faux. C'est complètement faux, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre. Sur chaque, on va dire, épouvantail mis en place pour justifier des politiques libérales, je montre qu'en réalité, d'autres politiques existent. Et cette absence de débat qui, pour moi, est un vrai problème démocratique. Parce qu'au final, on vous dit qu'il peut y avoir une alternance politique sans alternative économique, ce qui est assez grave. Autre facteur dans cette morne plaine, c'est aussi la croissance qui peine à revenir. Est-ce qu'on ne peut rien faire sans retour de la croissance? Est-ce qu'il faut l'attendre pour espérer réoxygéner aussi le débat économiste? Écoutez ce qu'en disait l'économiste Esther Duflo, invitée au lendemain de Davos de la Grande Table. La croissance en France a très très peu à voir avec la politique du gouvernement. De manière générale, de toute façon, c'est très difficile d'influencer directement la croissance. La croissance en France, elle vient d'une croissance européenne et de manière générale d'une reprise de l'économie mondiale dont on bénéficie. Maintenant, la loi travail, je pense que la conséquence directe de réduire les coûts de licenciement, c'est que ça va rendre l'emploi plus procyclique, c'est-à-dire plus en lien avec le cycle économique. Dans les périodes de croissance comme on a aujourd'hui, ça va permettre plus de recrutement. Dans les périodes de décroissance ou de récession, ça va permettre plus de licenciements. Donc du coup, on va avoir des courbes de chômage qui vont être plus sensibles à la situation économique. Est-ce que le niveau se stabilisera à un niveau en moyen? Est-ce que le niveau moyen se stabilisera à un niveau plus élevé ou plus faible? Je pense pas qu'on le sache. Je crois que les expériences dans d'autres pays, par exemple en Espagne, de libéralisation du marché du travail, sont pas entièrement convaincantes sur le fait qu'en moyenne, le niveau serait très très différent avec des coûts de licenciement plus élevés. Est-ce que notre politique économique doit être suspendue à la courbe de la croissance? Oui, mais elle a entièrement raison sur la première partie. Enfin, je suis assez d'accord à 80%. Il y a 20%, je vous dirai pourquoi je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Mais 80%, elle a raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, la croissance économique, elle est due à la croissance mondiale, à 60% même en France, et à 20% à la politique européenne, et à seulement 20% sur laquelle le gouvernement peut agir. Donc, la croissance aujourd'hui qu'on nous présente n'est pas due à l'action du gouvernement, ou très faiblement, juste pour 20%, le reste c'est la reprise mondiale. Je tiens à ajouter aussi qu'on part d'une situation extrêmement dégradée, c'est-à-dire que la France a retrouvé son niveau de richesse d'avant-crise qu'en 2014. Et vous avez encore des régions en France
le Grand Nord, le Grand Est, les Hauts-de-France, qui sont aujourd'hui plus pauvres qu'avant la crise. Et dans ces régions-là, la démographie a augmenté, les gens sont plus nombreux. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans cette région est plus pauvre qu'avant la crise aujourd'hui. C'est quand même hallucinant. Donc on part d'une situation très 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 dégradée. Donc on a de la croissance sur une richesse qui a fortement baissé. Ça c'est la première. Donc il faut pas dire qu'on vit une espèce de miracle, c'est faux. Même en termes de création d'emplois, on a 1,5 million de chômeurs en plus depuis 2008. C'est vraiment énorme. C'est pas parce qu'on a 200 000 créations d'emplois qu'on est le miracle français. Vraiment, on est plutôt sur un effet de rattrapage. La deuxième chose, c'est sur la flexibilité du marché du travail. Elle a raison que maintenant on va être plus cyclique. Mais c'était ça les protections qui étaient intéressantes. C'est-à-dire quand vous aviez une crise, la France a mieux résisté à la crise que d'autres pays parce qu'elle avait des amortisseurs sociaux qui permettaient soit de donner des prestations chômage aux gens qui étaient licenciés, soit de pas licencier des gens quand il y avait une faible croissance. C'est le but de la protection. Aujourd'hui, on va avoir, c'est clair, des courbes du chômage plus cycliques. Mais maintenant, le résultat de la flexibilisation, on la connaît. La flexibilité du marché du travail. En Espagne, on la connaît. En Espagne, il y a toujours 20% de chômage. Vous avez vous avez énormément de travailleurs précaires, notamment chez les jeunes, mais même chez les vieux, parce que les entreprises veulent plus des gens de plus de 50 ans. Donc vous avez une grosse proportion de gens de plus de 50 ans qui sont stagiaires en Espagne. Donc on connaît le résultat. Et même le résultat, on le connaît. Quand on va plus loin, quand on regarde les États-Unis et le Royaume-Uni, c'était quoi le résultat de 30 ans de libéralisation? Ça a été le vote de Trump et le vote du Brexit. Donc la libéralisation, elle finit toujours par porter des populistes dangereux au pouvoir parce qu'il y a des inégalités très fortes. Et ces gens que l'on met sur le côté de la route de la croissance économique ou de l'économie, il y a un moment où ils se vengent et ils vont mettre au pouvoir des extrêmes. On va entrer dans le vif du sujet, mais juste pour revenir sur ce qui a motivé ce traité d'économie hérétique qui paraît, Thomas Porcher, chez Fayard aujourd'hui. Il y a notamment la parution d'un essai signé Pierre Cahuc et André Zilberberg, qui sont deux économistes, et leur essai s'intitulait « Le négationnisme économique et comment s'en débarrasser ». C'était un ouvrage qui relançait ou retuait le débat entre économistes orthodoxes et hétérodoxes, comme on dit. C'était aussi un désengage en règle du collectif des économistes atterrés auquel vous appartenez, avec comme idée forte celle que vous faites de l'idéologie plutôt que de l'économie. Que l'économie est finalement aujourd'hui une science avec ses vérités et qu'on ne peut pas dire tout est n'importe quoi, tout est son contraire en matière d'économie. Vous leur répondez quoi ? Je leur réponds, que c'est faux. Et d'ailleurs, on a juste à regarder. Ils parlent de la science expérimentale, alors que maintenant on fait des expériences en économie, comme s'il y avait plus de débat. Alors, il y a des expériences qui ont été faites, qui ont été publiées par des grands économistes. J'en cite une notamment sur les 35 heures par deux grands économistes qui disent que les 35 heures n'ont pas créé d'emploi en faisant une expérience en comparant deux régions en France. Et ils disent, voilà, on a un résultat, il n'y a plus de débat. Mais c'est faux. Déjà, même sur ces résultats-là, vous êtes dans un séminaire d'économie, il y a des débats sur la méthodologie utilisée, sur les valeurs retenues, sur les données utilisées. Donc il y a toujours du débat dans la recherche. Et challenger l'économie, c'est quelque chose de parfaitement normal. N'importe qui va dans un séminaire d'économie, y compris avec Monsieur Cahuc, peut-être que ça fait longtemps qu'il fait pas de séminaire avec d'autres gens du même niveau que lui. S'il fait des séminaires avec ses doctorants, c'est sûr qu'ils vont pas le contredire. Mais s'il fait des séminaires avec d'autres profs, il y a tout le temps de la contradiction. Les économistes ne sont jamais d'accord. Et c'est le principe même de l'économie. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Et puis surtout, la science est expérimentale, il nous dit ça, mais lui, il a publié quoi comme papier d'expérimentation, Monsieur Cahuc? Pas grand-chose. Vous regardez, en tous les cas, sur ses dernières publications, c'est surtout des modèles théoriques. Donc, selon ses propres dires, lui-même est un négationniste, en réalité, puisque lui-même ne fait pas des expériences. Donc, c'est très simple de dire comme ça, oui, il faut faire des expériences, oui, l'économie, c'est une science moderne, il n'y a que des expériences. Les expériences économique type expérience qu'on fait en biologie, c'est 5% du champ académique des publications au niveau mondial. 5%. 95%. C'est des modèles théoriques, c'est de l'analyse de données. Donc franchement, on peut pas dire aujourd'hui que c'est une science dure comme les autres. Et d'ailleurs, il y a constamment des débats, des papiers qui se contredisent. C'est le principe même de l'économie. Donc c'est faux. Ce qu'ils disent est faux. Et ce qu'ils ont fait, c'est un tour de force. Voilà, pour que, justement, dire ce que j'ai dit, pour qu'à la fin, le débat soit réduit et qu'il n'y ait qu'une seule voix, ou qu'on dise que toute autre politique est un mirage, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron. Et vous, comme économiste, vous procédez comment, du coup? Par expérience, Non, alors moi, j'ai une partie, alors il y a deux choses, je distingue. J'ai une partie de publication, où je fais effectivement des modèles théoriques, etc. Et je trouve un résultat, mais je suis très modeste sur mes résultats. Si je trouve un résultat, je sais très bien que ce résultat n'est pas valable partout. Par exemple, si j'analyse, je ne sais pas moi, des papiers de recherche que j'ai fait sur un cycle de recherche, où j'analyse, par exemple,
exemple, l'impact des prix du pétrole sur les prix de l'essence. Voilà. Concrètement, je l'ai fait en France, j'ai montré que dans les stations-service, ils ne reportaient pas les mouvements des prix du pétrole. Bon, c'est un résultat qui est valable sur une 20 ans, mais ça ne veut pas dire qu'il est valable sur les 10 prochaines années, et ça ne veut pas dire qu'il est valable au Japon, aux États-Unis. Il est valable en France, dans un espace-temps et dans un espace géographique réduit. Mais ce n'est pas une vérité qui est valable et qui s'applique à tous. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent on a flexibilisé le marché du travail dans tel pays, ça a fait baisser le chômage, donc il faut le flexibiliser partout. Or, quand on compare, on l'a flexibilisé dans beaucoup de pays et le chômage n'a pas baissé partout. Et quand il a baissé, on est sûr d'une chose, c'est que ça a toujours créé des emplois précaires. Donc voilà, l'austérité, ça fonctionne. On vous dit que ça fonctionne très bien. On l'applique depuis des années en Europe, on l'applique en Grèce. Les résultats ne sont pas fameux, mais il faut aller encore plus loin parce que c'est une vérité économique sûre. Enfin, faut arrêter. Les résultats scientifiques, c'est des résultats qui sont importants dans la littérature économique, mais qui restent critiquables. Moi, j'en fais. Et j'ai une modestie face à mes résultats et je sais qu'ils restent critiquables. Et j'écris aussi des bouquins, je prends des positions par ailleurs. Mais je ne suis pas à dire que parce que j'ai publié un article dans une bonne revue, et ben donc tout ce que font les autres ne doit pas être écouté. On peut pas réagir comme ça. Et à vos yeux, le débat peut aujourd'hui nourrir l'action. En tout cas, pas la ralentir, puisqu'on est dans une phase d'accélération des réformes. Oui, il le doit. Moi, ce qui m'a étonné, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que je me suis rendu compte que Emmanuel Macron, il est arrivé en tête ou deuxième des sondages sans avoir présenté de programme. Quand il a présenté son programme fin février, dans les Échos, il a dit qu'il allait faire 60 milliards d'économies sur la dépense publique, 15 milliards en moins dans l'assurance santé, 10 milliards sur l'assurance chômage, enfin des coupes comme ça. Personne ne l'a interrogé sur les conséquences de ces coupes. Tout le monde a dit c'est le programme jugé sérieux. Le programme de relance, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, il est jugé utopique, idéologique. Le programme de Benoît Hamon, non, il est jugé utopique, alors qu'il y avait des très bons économistes qui soutenaient Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Le programme de Macron, c'était le programme sérieux. Donc on l'interrogeait pas. Quand vous coupez 15 milliards sur l'assurance maladie, ça veut dire quoi au final? Qu'il y aura moins de moyens pour les hôpitaux, qu'il y aura moins de médicaments. Enfin, faut qu'il dise, faut qu'il explique. Il n'a pas eu besoin de se justifier. Et aujourd'hui, quand il retire 5 euros aux APL, tout le monde dit ouh là là, c'est très très grave. Mais son programme était un programme austéritaire avec des choses bien pires. Il fallait juste lui poser les questions. Et que on juge ce programme comme le programme bon, sérieux, et qu'on lui dise que le programme de Jean-Luc Mélenchon, j'ai pas signé la tribune des 100 économistes qui l'ont soutenu, mais disent que le programme de Jean-Luc Mélenchon n'est pas sérieux, alors qu'il y a 100 économistes, dont des professeurs de Cambridge, dont des professeurs du CNU, dont des professeurs de Genève, qui disent que c'est un programme crédible, et qu'on dise non, il n'est pas crédible, on ferme le débat. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait un vrai débat sur deux programmes, avec deux pensées différentes qui s'affrontent et qui sont tous les deux tout aussi sérieux. Et alors comment vous l'expliquez? Pourquoi il n'y a pas eu de débat? Pas de débat au moment où il présente son programme, ou en tout cas sur ses propositions. Oui. Pas de débat non plus au moment de la réforme du Code du travail, qui passe comme une lettre à la poste par ordonnance. Comment vous expliquez que ça ne provoque aucune réaction? Moi, je pense qu'il y a un bourrage de crâne qui est fait même par eux-mêmes. Vous regardez ces derniers temps. Quand il y a eu la loi travail, vous aviez Benjamin Griveaux, Bruno Le Maire et les députés d'En Marche qui ont répété, mais alors à tout bout de champ, presque tous les jours, que ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas fait de réforme. 30 ans qu'on n'a pas fait de réforme. Alors, faut regarder, la Commission européenne, elle note les réformes sur le marché de l'emploi. Entre 2000 et 2014, il y en a eu 165 de notés. Sur la seule protection de l'emploi. Donc, 17 réformes de l'emploi en France. Et on vous dit que pendant 30 ans, il n'y a pas eu de réforme. Donc, c'est clair qu'on se moque de nous, là. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on dit? Il faut réformer le modèle social. Il faut faire des économies. Pourquoi? Parce qu'il y a la dette. Et la dette est un problème intergénérationnel. On n'arrête pas de nous dire ça. Bruno Le Maire le dit, Benjamin Griveaux le dit tous les jours. Et là, tout le monde dit oui, la dette c'est un problème. Très bien, si la dette est un problème. La dette aujourd'hui, c'est 100% du PIB, la dette publique. C'est quoi la dette des entreprises privées, des ménages privés? 120% du PIB. La dette privée est supérieure à la dette de l'État. Or, jusqu'à preuve du contraire, une entreprise privée ne vit pas aussi longtemps qu'un État. C'est quoi aujourd'hui notre patrimoine public? Les bâtiments, les dividendes des sociétés publiques. C'est plus que notre dette. Notre patrimoine public couvre notre dette. Ce qui veut dire que notre dette est soutenable, et c'est pour ça qu'on a des taux d'intérêt faibles, parce que nous avons un patrimoine public qui les couvre. L'Allemagne a une dette plus faible, mais un patrimoine public plus faible. Elle le couvre aussi à peine. Donc on ne peut pas regarder que la dette sans regarder le patrimoine public. Vous voyez? Et puis après, se comparer un pays à un père de famille, c'est quelque chose de complètement idiot. Alors moi, je suis père de famille. J'ai acheté un appartement parce que j'ai eu un enfant. Voilà. J'ai voulu faire bien les choses. Si je regarde mon endettement par rapport à la richesse que je crée dans une année, c'est-à-dire mon revenu, je suis endetté à 600%. Voilà.
Vous voyez, je suis en vous ne détail 100%. gérez pas votre affaire. En fait, tous les ménages qui achètent un appartement, parce que si la banque m'a permis de m'endetter, c'est qu'elle a jugé que mon endettement était supportable. Donc je rembourse sur 20 ans. Si j'avais 200 ans d'espérance de vie, je rembourserais sur 100 ans. Mais j'ai une espérance de vie de 75 ans, 70 ans, et encore, on vit à Paris avec la pollution. Donc là, je vais rembourser sur 20 ans. J'ai un taux d'endettement de 600%. Personne ne va dire à mon fils, votre père est fou, il va vous... Non, parce que je vais lui laisser un patrimoine. Et aujourd'hui, ce qu'on laisse aux générations futures, c'est un patrimoine public. Donc vous voyez, juste un peu de pédagogie pour renégocier, pour dire qu'on n'est pas obligé de couper dans les services publics pour rembourser la dette. Et soit dit en passant, quand on donne 24 milliards aux entreprises et aux 1% les plus riches, là, la dette, elle n'est plus importante. Quand Trump lui-même donne 1500 milliards sur les 10 prochaines années aux gens les plus riches, là, il n'y a plus de question de déficit et de dette. Pourtant, c'était son combat quand il était avec les républicains, avec le parti républicain américain. Donc, vous voyez, il y a une espèce de géométrie variable. La dette est un épouvantail qu'on agite quand il s'agit de réformer le modèle social, jamais quand il s'agit de se priver de rentrées budgétaires, quand on donne aux 1%, donc aux 340 000 ménages les plus riches, qui détiennent 25% du patrimoine, c'est-à-dire de l'immobilier et des finances, et qu'on leur donne 4 milliards. D'où ce manuel, en tout cas, d'autodéfense, Thomas Porcher, où vous éveillez ou appelez à réveiller les consciences avec quelques principes simples, comme n'ayez pas peur de la dette publique, toujours se méfier des remèdes miracles, ou encore comme cesser d'écouter les beaux discours sur le réchauffement climatique, vérifier les actes. Avant de peut-être vous laisser la parole, Benoît Bouscarel, juste dans une introduction inquiète à la Macron économie, vous aviez, Thomas Porcher, analysé le programme d'Emmanuel Macron, celui que vous aviez tant attendu, ses propositions laissant se dégager selon vous une tonalité plus libérale que social-libérale, la fameuse flexi-sécurité à la scandinave annoncée. 10 mois après son élection, qu'est-ce qu'il en est de cette politique économique? Est-ce qu'il fait ce qu'il a dit? Alors, il dit qu'il fait ce qu'il a dit, mais il y a des choses qu'il n'avait pas dit et qu'il a fait et qui lui ont été des bonnes nouvelles, comme l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Il avait dit qu'il allait le maintenir et puis voilà. Il a jamais dit qu'il allait passer la réforme de la SNCF par ordonnance. Et là, il le fait. Donc, la parole présidentielle, elle n'est pas aussi claire que lui le dit. Hein. Il y a des choses qu'il n'a pas dit et qu'il fait. Il y a des choses qu'il a dit et qu'il ne fait pas. Voilà. Et parfois, c'est des bonnes nouvelles. Voilà. Notre-Dame-des-Landes. Mais globalement, il avait dit effectivement qu'il réformerait le marché du travail. Sa flexi-sécurité, moi, elle me fait rire parce que c'est le volet sécurité, c'est quoi? C'est d'étendre l'assurance chômage aux auto-entrepreneurs, aux cadres, etc. Très bien. Là, c'est le volet sécurité, ils le disent. On voit bien aujourd'hui que il va étendre ça, mais il va y avoir de nombreuses contraintes et de pressions faites sur les chômeurs. Il y a beaucoup de contrôle sur les chômeurs. Et puis surtout, il le fait, ce volet sécurité, en économisant 10 milliards. C'est dans son programme. Donc vous donnez plus de droits à des gens, mais vous faites des économies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prestations chômage, elles vont être plus faibles, que les durées de prestations vont être plus courtes. C'est ça la réalité. Donc son volet sécurité ne consiste pas à étendre plus de droits à quelqu'un avec plus de moyens. C'est plus de droits avec moins de moyens. Donc c'est de la flexibilité en gros et de la sécurité en petit. Il y a une grande part de l'action aujourd'hui du gouvernement qui est aussi tournée vers les entreprises avec l'importance d'innover. L'innovation est devenue centrale, en tout cas dans les discours gouvernementaux aujourd'hui et dans cette politique économique qui est menée. Vous vous dites que l'innovation telle qu'elle est perçue aujourd'hui par le gouvernement Philippe et par le président Macron rime plutôt avec ubérisation plutôt que monter en gamme. Et ça, c'est assez intéressant parce que vous comparez le cas de l'Allemagne et celui de l'Espagne sur ce point-ci. Et on serait plutôt en train de suivre, à vos yeux, quel pays? L'Espagne dans sa manière d'avoir aussi refusé cette montée en gamme-là? Oui, on est en train de... Enfin, ce qui est fait pour moi... Alors, il va y avoir un plan d'investissement qui va me donner une partie, qui est pour moi pas suffisante, mais qui va quand même donner une partie à l'innovation, il faut le dire, hein, qui est un bon point. Mais globalement, on est en train de suivre pour moi le modèle espagnol et italien. D'ailleurs, ils ont souvent été mis en avant pour dire, regardez, même eux, alors qu'avant on les regardait de haut, même eux, ces pays qui sont plutôt des pays de Méditerranée, moins bons que nous, même eux font les réformes, donc nous devons les faire. Et là, on voit les résultats. En Italie, vous avez 15% des gens de plus de 40 ans qui sont stagiaires. Vous avez la précarité qui a augmenté chez les jeunes. Vous avez les taux de chômage qui n'ont pas baissé. Et en Italie, c'est pareil, je l'ai dit, les taux de chômage sont énormes. Ils ont certes créé, encore une fois, 200 000, 300 000 emplois, mais ils ont 3,3 millions de chômeurs en plus depuis 2008 en Espagne. Donc c'est catastrophique, avec des inégalités territoriales qui augmentent et qui créent des conflits même régionaux. On l'a vu avec la Catalogne, où les riches ne veulent plus payer pour les pauvres, et en Italie c'est pareil, où le Nord ne veut plus payer pour le Sud. Donc la politique on pourrait tirer un bilan de ces années et des politiques qui ont été menées dans ces pays, et pour voir si nous, on doit s'empresser de faire la même chose. Emmanuel Macron, il s'empresse de faire la même chose. Maintenant, sur l'innovation, Emmanuel Macron, il oublie quand même que les grandes innovations de rupture majeures, notamment Internet
Google, Internet, on est une colonie américaine là-dessus. Il y a eu des investissements en milliards, et vraiment en milliards, faits par l'État américain. Des investissements publics. Des investissements publics. Qu'on ne retrouve pas aujourd'hui ici en France. Mais Tesla moteur, les voitures électriques, là, aujourd'hui encore, il reçoit 5 milliards de subventions publiques de l'État américain. Une petite PME, Tesla, pour innover dans un marché d'avenir. Aujourd'hui, nous, nos constructeurs automobiles, c'est très simple. Emmanuel Macron va visiter une usine de Toyota. Très bien. Regardez, Toyota s'installe en France. Il crée de l'emploi. Il est très content. Monsieur Sapin disait qu'il allait inviter Tesla à venir construire ses batteries électriques en France. Et qu'est-ce qu'on fait de nos deux constructeurs automobiles dont l'État est actionnaire? Bon, on ouvre la porte à des concurrents. Enfin, vous voyez, ça c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est Google. Il va y avoir un laboratoire qui va ouvrir. Google, c'est très bien. Donc là, on renforce la position dominante de Google, qui va employer nos chercheurs. Et c'est très bien. Donc ils vont être encore plus forts qu'avant. Donc si on veut avoir de l'innovation, il faut avoir une vraie stratégie d'État, comme on l'a fait dans les 30 Glorieuses. Et c'est ça qui a fait qu'on a créé le TGV, et avec des innovations parfois qui ont été ratées, comme le Concorde, mais qu'on a eu quand même innové. Ce plan sur l'innovation repose notamment sur un financement lié à des privatisations. C'est ce qu'a annoncé hier Bruno Le Maire. Du coup, on marche complètement à l'envers, d'après vous, parce qu'on va brader le patrimoine. Du coup. Alors déjà, on marche à l'envers parce qu'on brade le patrimoine. Et là, on va y arriver. On aura un patrimoine public inférieur à notre dette. Et là, à mon avis, c'est là que les marchés financiers vont se réveiller. Et que ce qu'on nous dit depuis à peu près 4 ans, les taux d'intérêt vont augmenter. Donc ça, à mon avis, c'est un jeu très dangereux que fait le gouvernement. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement préfère vendre quelque chose qui rapporte, comme les aéroports de Paris, qui est en monopole. Donc il va vendre ça à une société privée qui sera en monopole. Il préfère vendre ça plutôt que d'aller emprunter aujourd'hui sur les marchés financiers, alors que les marchés financiers nous offrent des taux extrêmement faibles. Donc le rendement des actifs publics est plus élevé que le taux d'intérêt de l'emprunt. Donc n'importe quel banquier vous dirait qu'il faut mieux emprunter que plutôt brader ses actifs. En même temps, il faut de l'argent frais, il en faut beaucoup pour investir, vous le disiez tout à l'heure, il faut énormément d'argent pour arriver à faire la course à ceux qui nous colonisent, vous le disiez tout à l'heure, les États-Unis sont très en avance, notamment sur le numérique. Oui, mais le plan de relance là d'Emmanuel Macron, c'est pas, son plan de relance, il pourrait le financer par l'emprunt, c'est 50 milliards de plan d'investissement sur 5 ans. Donc 10 milliards par an. Vous savez, on a donné 40 milliards par an avec le CICE et le pacte de compétitivité sans aucun problème. Donc 10 milliards, on peut les prendre par l'emprunt. Enfin, on a un PIB de plus de 2000 milliards. Donc c'est pas le plan de relance. Enfin, si c'était un plan de relance de je ne sais combien de milliards, là, il pourrait nous justifier qu'une partie des actifs soit privatisée et que l'autre soit pris par emprunt. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un plan d'investissement qui est là. C'est une bonne chose, mais qui est quand même assez faible. On regarde des défis. Transition écologique avec 15 milliards sur 5 ans. EDF, sur un seul projet, Hinkley Point, il a mis plus que sur le projet de transition écologique d'Emmanuel Macron sur 5 ans. Donc on est loin du compte. Voilà, on est loin du compte. Invité de cette deuxième et dernière partie de la Grande Table, l'économiste Thomas Porcher, pour traiter d'économie hérétique, en finir avec le discours dominant, son essai qui vient de paraître chez Fayard. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Pour réformer, pour avancer, pour se transformer, faut-il un État fort ou au contraire demander le retrait de l'État, moins d'interventionnisme? Dans un essai qui vient de paraître chez Plomb, il appelle à transformer la France, convaincu que la fatalité française, l'irréformabilité du pays n'est pas une fatalité. Et pour y parvenir, il replace l'individu au centre de la société. Invité il y a un an de Réplique, l'émission d'Alain Finkielkraut, l'essayiste libéral Mathieu Laine, auteur par ailleurs du dictionnaire amoureux de la liberté et d'une préface à l'anthologie des discours de Margaret Thatcher, discours et conférences, revenait sur les freins actuels au changement. Ce sont les limites qui existent aujourd'hui, la contrainte qui existe aujourd'hui, à mon sens, par la règle, par la norme, par l'impôt excessif, qui ne crée pas la possibilité de se développer, de pouvoir créer une entreprise facilement et de pouvoir la déployer véritablement. Mais derrière tout cela, mon analyse, c'est que ce modèle très interventionniste, très constructiviste, c'est précisément ce modèle-là qui crée la pauvreté. C'est précisément ce modèle-là qui empêche à des gens de recruter et donc qui crée un chômage de masse. Et d'ailleurs, il n'y a pas de modèle parfait. Mais les pays qui ont été vers un peu plus de liberté, ma seule obsession, vous savez, quand je parle à Fillon et Macron, je suis pas en train de jouer comme d'autres les girouettes du pouvoir. C'est la première fois que je peux parler à l'un ou l'autre, enfin à un dirigeant politique potentiel, parce que d'habitude je suis orphelin politique. Tout à coup, il s'intéresse un tout petit peu, après 30 ans d'interventionnisme assez fort, à l'idée qu'on pourrait mettre le curseur de la liberté un petit peu plus loin. Et ben c'est pour ça que je le fais. Donc déjà,
Les limites, elles existent énormément. Je pense que c'est en les enlevant, pas toutes, mais en les dégageant un peu, que ça se libérera et que ça produira quelque chose de meilleur par rapport à ce qui existe aujourd'hui. L'interventionnisme de l'État, Thomas Porcher, une constante dans l'histoire économique du pays? Oui, mais dans tous les pays en fait. Sauf que certains le disent, d'autres le disent pas. Enfin, vous regardez aujourd'hui l'iPhone numéro 1, très bien l'iPhone, l'État, vous voyez la main visible, pour pas dire la main invisible, mais la main visible de l'État derrière le succès d'iPhone. Le GPS inventé par l'État américain, Internet inventé par l'État américain, la reconnaissance vocale, tout ça, c'est de l'investissement public. La Silicon Valley, ça n'a pas été créé comme par magie, des gens qui sont réunis. Non, tout ça, vous avez un État derrière qui a géré, qui a fait en sorte qu'il y ait des partenariats publics-privés, qui innovent, voyez. Et son concurrent à l'iPhone, c'est quoi? C'est un Européen, l'Europe qui a été le marché unique libéral. Non, c'est un Coréen, Samsung, un pays divisé en deux, en guerre, petit pays, où là, il y a un interventionnisme de l'État très fort qui a permis à Samsung d'être de la haute technologie plutôt que d'être du textile. Enfin, vous voyez, donc toutes les innovations de rupture ont été créées au départ par l'État et donc par une forme d'interventionnisme. Donc on ne doit pas avoir la même lecture historique. C'est pas la liberté qui fait l'innovation. Vous avez c'est pas la fiscalité, la baisse de la fiscalité qui fait l'innovation. Vous avez beaucoup de pays où des entrepreneurs sont extrêmement, et j'en parle dans mon livre, dans les pays pauvres. Vous allez dans un pays pauvre, vous voyez l'ingéniosité des gens. Ce sont des entrepreneurs nés. Dès qu'il y a un service à donner, n'importe lequel, ils sont là à vous l'apporter. Et pourquoi les gens n'arrivent pas à se développer dans les pays pauvres? Quand vous avez un professeur, je voyais l'autre fois dans un pays africain, qui vous refait l'interface à la craie de Microsoft pour enseigner des cours d'informatique, quelqu'un comme ça qui est aussi ingénieux, comment ça se fait que dans son pays, avec des gens aussi courageux, ils ne se développent pas? Mais parce qu'ils n'ont pas, 1, de financement, 2, d'institutions et d'États, on va dire, modernes. Et donc, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à décoller. La Corée a réussi à créer ça, alors que c'est un pays aussi pauvre que un pays africain. Elle s'est développée avec beaucoup de difficultés, mais elle s'est développée. Donc, c'est pas le libéralisme et la liberté qui, comme par magie, par la main invisible, ferait qu'on se développe. C'est une très mauvaise connaissance de l'histoire des pays même développés qui ont eu un État qui intervenait, qui se sont beaucoup protégés et qui n'ont pas toujours laissé le libéralisme gagner. C'est faux. En redonnant des marges à l'entreprise, et c'était le cas notamment avec le CICE, qu'on a beaucoup décrié, que vous avez beaucoup décrié, est-ce que c'est pas cet objectif-là qui était aussi poursuivi, de donner de la marge aux entreprises pour qu'elles puissent innover, et donc c'était aussi une forme d'interventionnisme? Bien, oui, mais alors regardons le résultat, parce que baisser la fiscalité pour que les entreprises investissent, ça a été fait, mais alors là depuis, il y a de la littérature documentée là-dessus, mais ça a été fait depuis les années 80. Thatcher, Reagan, c'était les professionnels de ça. Alors nous, on pense qu'on innove, parce que Macron, on disait qu'il était très novateur alors qu'il défendait le CICE. Le CICE, des études ont été faites aujourd'hui. Pas des études des économistes atterrés, pas des études de la CGT, des études de France Stratégie, dont l'ancien directeur est aujourd'hui un conseiller, Monsieur Pisani, qui est un conseiller d'Emmanuel Macron. Faut regarder le résultat. Ça a créé moins de 90 000 emplois créés ou maintenus, parce qu'on parle toujours maintenus, pas créés, maintenus, créés ou maintenus. Les entreprises n'ont pas plus investi. C'est le résultat de ces études. Je veux dire, donc finalement, l'argent a été où? Il y a une partie prenante qui s'appelle les actionnaires, qui, quand il n'y a pas de croissance et pas de débouché, veut sa part du gâteau et qui a récupéré une grosse part du gâteau. Il y a même des gens qui ont touché le CICE et qui ont licencié. Donc vous voyez, faire le CICE, mais conditionner ce CICE à un investissement, donner des conditions aux entreprises. Planifier. Planifier, oui, c'est pas un gros mot, planifier. Tout le monde planifie, je veux dire, heureusement, j'espère, moi, qu'un chef d'entreprise, il a une vision sur 5 ans et qu'il planifie un peu, parce que s'il y a une vision que sur 1 an, c'est souvent le cas pour satisfaire les actionnaires, c'est une vision de court terme, ça finit toujours mal. Donc la planification, elle est normale. Planifier l'avenir sur 10 ans, 15 ans, c'est se préparer au bouleversement technologique et même géopolitique. Donc j'espère qu'il planifie. Mais offrir de l'argent aux entreprises par la baisse de la fiscalité en se disant que comme par magie, ils vont créer de l'emploi, investir, on voit le résultat, C'est croire à cette espèce de main invisible qui n'existe pas, qu'elle est invisible donc personne l'a vue. Et c'est un peu ce qu'a dit Mathieu Lenné dans son truc. Plus de liberté, plus de libre-échange, c'est génial, c'est plus d'emploi. On voit le résultat, c'est faux, c'est pas le cas. Libre-échange qui est aussi votre grand sujet de discussion sur les réseaux sociaux, notamment avec Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Le libre-échange que vous qualifiez d'arme de domination massive dans cet ouvrage, Traité d'économie hérétique, Thomas Porcher. Vous écrivez aussi que l'économie est un rapport de force par des moyens détournés et par conséquent, avant de juger de la pertinence d'une réforme, posez-vous une question simple que le MEDEF se pose constamment: à qui cela profite? Car toute réforme, toute révision de texte modifie la contribution des efforts et la répartition des richesses. Alors petite question, la bataille du rail qui est en train de s'ouvrir actuellement, la réforme du statut des cheminots, de quoi le mouvement social en préparation à la SNCF est-il révélateur, ou autrement formulé, puisqu'on doit se poser la question de à qui cela profite, à qui profite cette réforme à venir à la SNCF? Vous avez
vous avez des pans entiers de l'économie publique que les entreprises privées aimeraient s'accaparer. La SNCF, c'est un monopole. Hein. On peut pas faire rouler 2 trains sur des rails. Il y a des infrastructures qui sont là. Tout ça vaut de moins en moins cher parce que justement, il y a des directives européennes qui ont voulu casser ce monopole intégré en plusieurs filiales, etc. Et c'est absolument pas efficace. Et c'est exactement ce qui s'est fait également chez EDF. Et EDF a des gros problèmes en ce moment. Et vous savez, ce qui est très grave là-dessus, c'est que on vous dit encore que la SNCF ou EDF ou Areva ou d'autres entreprises comme ça ne fonctionnent pas parce qu'ils sont publics. Or, c'est faux. L'État, qui certes est propriétaire de ces entreprises-là, n'a plus de vision stratégique depuis très longtemps. Ça devient une espèce d'État pantouflard qui est propriétaire de ça, qui récupère de l'argent quand il y en a, mais il n'y a plus de vision stratégique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la SNCF, même si elle appartient à l'État, elle se comporte comme une entreprise privée. Elle ferme les lignes non rentables, alors qu'au début, la SNCF assurait la cohésion du territoire. Elle ferme les lignes elle se concentre sur les TGV grandes lignes, et elle s'endette beaucoup là-dessus. Et vous avez l'État qui est derrière, qui ne fait un peu rien. Et d'ailleurs, la directive européenne, si on peut défendre pour une fois l'Europe, demandait que l'État, dans le passage de ce service public à un monopole public qui se comporterait comme une entreprise privée, rachète la dette de la SNCF dans les années 90. L'Allemagne l'a fait. L'Allemagne a racheté la dette de la Deutsche Bahn, 35 milliards. Nous ne l'avons pas racheté. Nous avons demandé que des réformes soient faites à la SNCF. Aujourd'hui, on vous dit que s'il y a une dette de 50 milliards, c'est à cause des cheminots, alors que si l'Allemagne n'avait pas racheté la dette de sa compagnie, elle aurait la même dette quasiment que la nôtre. Donc il faut arrêter les bêtises. Et ce chantage qui est fait aujourd'hui de dire il faut réformer le statut des cheminots pour qu'on rachète la dette, c'est un chantage qui est horrible. Et Emmanuel Macron, quand il était ministre, il avait déjà dit que EDF allait mal parce que il y avait on avait trop donné de pouvoir aux salariés. Enfin, c'est toujours la même chose. On a l'impression que le problème, c'est toujours les rigidités salariales. Enfin, c'est pas parce que je veux dire, la SNCF n'a pas 50 milliards de dettes parce que les cheminots travaillent 4 heures de plus en Allemagne par semaine qu'un cheminot français. Enfin, c'est complètement idiot. Et puis à la fin, on a tous des statuts différents qui font que voilà, qu'est-ce que c'est la finalité? C'est qu'on ait tous le statut d'un chauffeur Uber. Je pense pas que ce soit quelque chose d'enviable. Donc on a tous des statuts, les journalistes, les professeurs d'économie, les acteurs, les intermittents on a tous des statuts différents qui sont dus à des luttes, à une histoire. Est-ce que pourquoi il faut à la fin tout aplanir ces statuts pour qu'on soit à la fin au niveau d'un Uber? Je comprends pas la logique. Et à travers le retour de la contestation, peut-être pas celui de la logique, Thomas Porcher, mais peut-être celui du débat et des contre-pouvoirs ou des corps intermédiaires qui sont eux aussi avec le débat économique particulièrement atone en ce moment. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Traiter d'économie hérétique, en finir avec le discours dominant vient de paraître chez Fayard. Merci Benoît Bouscarel et un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table.